À la fin du chef-d'œuvre inconnu, Balzac met en scène Fraunhofer, un maître de peinture qui présente finalement sa toile la plus aboutie après 10 ans de travail. Celle-ci se révèle n'être qu'un amas informe de couleurs, chevauchement incompréhensible de gestes picturaux, d'où n'émerge qu'un pied de femme, signe de la présence survivante, sous l'accumulation, d'une figure parfaitement représentée. La scène décrit un Fraunhofer convaincu de montrer là son chef-d'œuvre, alors que ses amis et disciples n'aperçoivent plus qu'un brouillon monstrueux, incompréhensible et décevant. Mais qui dit vrai ? Qui voit juste ? Est-ce le peintre génial qui perçoit l'œuvre d'art, là où les autres ne parviennent à voir qu'un imbroglio coloré ? Ou bien sont-ce les disciples qui, à raison, comprennent que l'objet qu'ils ont en face d'eux ne répond pas aux critères d'une œuvre d'art, que le maître n'a pas su s'arrêter à temps et a détruit son œuvre en voulant la réaliser ? L'enjeu de cette question n'est pas seulement celui, local, de savoir si le tableau de Fraunhofer est, ou non, un chef-d'œuvre, mais celui-ci est plus global. Il s'agit de déterminer ce qui, in fine, permet de dire qu'un objet est ou n'est pas une œuvre d'art. De fait, les critères qui permettraient d'identifier ce qui ferait l'essence de l'œuvre d'art apparaissent difficiles à penser, non seulement en raison de la diversité des objets considérés comme œuvres d'art, mais aussi de la multiplicité des critères possibles et de leur relativité historique et culturelle. Ainsi, il apparaîtrait plus commode de reconnaître qu'il n'y a pas, en fait, d'essence de l'œuvre d'art, c'est-à-dire d'éléments intrinsèques aux œuvres qui permettraient toutes de les réunir sous une essence, une définition commune et stable. Relative, l'œuvre d'art ne serait pas définie par une essence intrinsèque, mais par un jeu de reconnaissance qui dépendrait de la subjectivité individuelle, d'expériences esthétiques particulières, ou même de constructions culturelles. Pourtant, une telle approche, si elle apparaît séduisante de loin, pose en fait une difficulté. En effet, s'il n'y a pas du tout d'essence aux œuvres d'art, et donc pas de définition, un minimum stable des objets reconnus comme œuvres d'art, alors le concept d'œuvre d'art semble devoir s'effondrer, puisque tout pourrait potentiellement, et selon le jeu de reconnaissance dont nous venons de parler, être considéré comme œuvre d'art. Or, en même temps que nous admettons la difficulté quant à la détermination des critères de cette essence potentielle des œuvres d'art, en même temps, nous avons le sentiment que notre rapport spécifique à certains objets, que nous désignons comme œuvres d'art, dépend bien de caractéristiques essentielles à ces objets, et non pas simplement d'une construction subjective. Pour le dire autrement, la dispute potentielle entre Fraunhofer et ses amis ne nous apparaît pas seulement comme un conflit de subjectivité, mais bien comme un débat réel sur la nature de l'objet qu'ils perçoivent. La source de notre expérience esthétique, c'est-à-dire de notre reconnaissance subjective d'une œuvre d'art comme étant une œuvre d'art, ne devrait-elle pas se trouver dans une ontologie de l'œuvre d'art, c'est-à-dire dans un discours clair sur ce qui fait l'être des œuvres et rend compte de leur manière de nous apparaître ensuite subjectivement. Existe-t-il donc une essence aux œuvres d'art ? Pour répondre à cette question, nous réfléchirons d'abord au fait que l'œuvre d'art désigne une réalité définissable et spécifique, et qu'en cela elle repose sur une ontologie qu'il est possible de caractériser, et qui rendra possible un examen plus précis du mode d'existence de cette essence de l'œuvre d'art, et de la dimension relationnelle de notre définition des œuvres d'art, avant d'enfin comprendre par l'analyse de l'œuvre de Benjamin qu'une essence de l'œuvre d'art ne peut jamais se comprendre qu'au travers d'une analyse historique de ses conditions d'existence et d'apparition pour nous autres, sujets de l'expérience esthétique. La notion même d'œuvre d'art, pour être opérante, doit renvoyer à une ontologie des objets qu'elle désigne. Ainsi, si nous sommes capables de reconnaître des œuvres d'art, c'est bien parce que nous identifions chez elles une essence qui les distingue des autres artefacts. Le fait même de pouvoir débattre de la nature de l'œuvre d'art et d'en faire un objet de dispute témoigne du fait qu'il ne suffit pas de rabattre le problème de la définition de l'œuvre d'art sur une pure et simple question d'appréciation subjective, et donc relative de ces artefacts. De fait, il est possible de faire émerger des particularités qui distinguent les œuvres d'art des autres objets et qui, sans doute, expliquent notre capacité à les reconnaître et à les distinguer. L'une de ces particularités semble être leur inutilité principielle. Autrement dit, contrairement aux autres objets fabriqués par la main humaine, qui sont des objets techniques ayant une finalité extérieure,
objets visant un but et évalués en fonction de leur capacité à répondre à cette finalité pour laquelle ils ont été fabriqués, les objets d'art, eux, ne semblent répondre à aucune finalité extérieure. Ils sont pour le monde, écrit Hannah Arendt dans La crise de la culture. Autrement dit, contrairement aux objets techniques qui sont avant tout un moyen en vue d'une fin extérieure, les objets d'art sont leur propre fin, et cette absence de finalité extérieure rend ces objets potentiellement éternels, c'est-à-dire insoumis à l'usure du temps et de l'usage. L'œuvre d'art serait donc inutile, et c'est de cette inutilité dont découlerait son ontologie tout entière, c'est-à-dire son mode d'être dans le monde. La reconnaissance de l'œuvre d'art comme œuvre d'art serait donc reconnaissance d'un artefact dont l'existence ne dépend pas d'une finalité extérieure, mais dont l'être tout entier repose en lui-même, ne visant que lui-même. La consistance ontologique de l'œuvre d'art est donc tributaire de certaines caractéristiques objectives qui se retrouvent sous cet attribut de l'éternité potentielle découlant de l'inutilité principielle des objets d'art. Cela n'implique pas d'ailleurs une évacuation des discussions concernant les objets, les artefacts qui répondraient effectivement à ces attributs ontologiques, mais bien plutôt à une redéfinition du cadre de ces discussions. Au lieu d'être la preuve du déficit ontologique des œuvres d'art en général, elles témoigneraient plutôt, ces discussions, de difficultés liées à la reconnaissance de cette ontologie dans un champ culturel ou social particulier. Loin d'être la preuve de la relativité pure de l'œuvre d'art, et donc de son manque d'être, les désaccords, les disputes concernant la classification de tel ou tel objet dans la catégorie œuvre d'art témoigneraient bien d'une réalité ontologique fondamentale qui viserait et déploierait l'expérience esthétique. Mais une telle définition peut encore apparaître comme trop limitative pour définir l'ensemble des objets qui semblent appartenir évidemment au champ de l'œuvre d'art. De fait, nous pourrions opposer à une telle approche, et notamment à la classification des objets chez Hannah Arendt, le fait que dans notre champ d'expérience, les œuvres d'art ne sont pas toujours uniquement des œuvres d'art, et qu'il semble y avoir un chevauchement problématique entre des ontologies normalement incompatibles. Par exemple, entre l'ontologie de l'œuvre d'art, donc de cette éternité potentielle, et celle de l'objet d'usage, qui, utile, ne devrait pas pouvoir être considéré comme une œuvre. Alors, qu'existent des objets qui semblent être à la fois considérés comme œuvres d'art et en même temps comme objets d'usage. Que faire, par exemple, de l'architecture fonctionnelle prônée par le mouvement du Bauhaus, où la dimension d'usage et la dimension en même temps esthétique sont cohabitants. Au fond, l'œuvre d'art ne pourrait-elle pas trouver son ontologie dans le geste créatif lui-même ? Au lieu de penser l'ontologie comme essence de la chose, nous pourrions imaginer que l'ontologie de l'œuvre d'art ne serait pas ontologie de la chose, mais ontologie du geste qui produit la chose. Une telle approche permettrait d'éviter les écueils que nous venons d'évoquer de l'ontologie de la chose elle-même. Ainsi, le geste artistique est, et son être est spécifique et définissable. Il se distingue des autres gestes humains, et en cela, le produit de ce geste artistique est ontologiquement œuvre d'art, car il est manifestation ou produit du geste artistique en question. Dans le cas de la danse, par exemple, l'objet chorégraphique n'existe précisément que dans le geste artistique de la danse ou la danseuse, du danseur, qui manifeste et réalise en même temps l'œuvre, comme révélation d'une certaine nature de l'acte. De la même manière, sur une toile, la composition, les éléments graphiques, plastiques, ne sont que la manifestation d'un geste spécifique, d'un acte qui se distingue des autres actes humains dans son intention et dans son résultat. Sur une toile de Jackson Pollock, par exemple, le dripping, cette technique de projection de la peinture, est rendue manifeste par la perception de la toile. Mais ce que manifeste la structure graphique de la toile en question est l'existence d'un geste créatif spécifique, différent, qui sort de l'économie des gestes humains visant l'utilité, par exemple. L'essence de l'œuvre d'art se trouverait donc bien dans l'être d'un acte qui ne se retrouve pas ailleurs et qui est spécifique, reconnaissable et différent. Dans sa définition, le geste créatif. La dispute entre Frauenhofer et ses disciples dans le chef-d'œuvre inconnu relève aussi de la question de la reconnaissance de ce geste, qui doit savoir cesser pour produire une œuvre qui le manifeste, témoignant bien d'un être qui peut être perdu et qui peut disparaître. Dans la nouvelle de
Balzac. Le problème, c'est que Fraunhofer a été trop loin. Il a trop peint. Et donc, ce qui a été produit à la fin, ce n'est pas un geste créatif, puisque c'est un geste qui n'a pas su faire œuvre. Mais si la manière de remonter à ce geste artistique comme geste créatif, comme origine de l'ontologie de l'œuvre d'art, passe par ce que l'œuvre manifeste, comme je viens de le dire, alors l'ontologie de l'œuvre d'art se trouve peut-être moins dans la chose, peut-être moins dans le geste qui produit la chose, que dans l'expérience esthétique de cette chose. L'essence de l'œuvre d'art, dans la réception qu'elle implique, serait dans la réception qu'elle implique. Ce qui prouve l'essence commune des œuvres d'art est le fait que ce qu'elles provoquent, d'un point de vue phénoménologique, est semblable. Ainsi, l'expérience esthétique, comme expérience particulière, impliquerait une source similaire, et donc, depuis une phénoménologie commune de l'expérience esthétique, nous pourrions remonter à une ontologie de l'œuvre d'art elle-même, comme être particulier de l'expérience esthétique que cette œuvre convoque. L'identité de l'œuvre d'art ne se jouerait donc pas au niveau de ses caractéristiques intrinsèques, mais bien en une essence qui ne se déploierait que dans une expérience esthétique qui, si elle trouverait son point d'émergence chez le sujet, n'en serait pas pour autant relative, ne s'y réduirait pas. Plutôt que de considérer l'expérience esthétique et sa subjectivité comme la preuve d'une absence d'ontologie de l'œuvre d'art, puisqu'il y aurait relativité de ces expériences esthétiques, nous pourrions dire qu'en fait, l'ontologie de l'art se révélerait justement par l'expérience et que celle-ci, loin de révéler l'absence d'être de l'œuvre d'art, serait constitutive de cet être, y participerait. Éprouvant une émotion en écoutant The Cone Concert de Keith Jarrett, par exemple, je sens bien que cette émotion qui m'affecte ne se réduit pas à d'autres émotions, qu'elle n'en est pas un composé ou une partie, qu'il n'y a pas une sorte d'alliage d'émotions différentes qui produit mon émotion, mais que cette émotion que je ressens en écoutant The Cone Concert a un être différent, que cet être ne se manifeste d'ailleurs précisément que dans une expérience que je qualifie d'esthétique et qui est relation à une réalité objective particulière qui est face à moi. L'ontologie de l'œuvre d'art n'est donc ni purement ontologie de l'objet, ontologie de la chose devant moi, ni purement subjectivité d'une émotion relative, mais relation spécifique à une chose et être particulier de mon essence, de mon expérience. Il y a donc bien une essence de l'œuvre d'art. L'hypothèse d'une ontologie de l'œuvre d'art se heurte néanmoins à une difficulté majeure qui est toujours reconduite ici. Une telle ontologie ne semble jamais apparaître que par ses effets supposés ou des postulats sur la nature des objets d'art, par exemple leur caractère inutile ou potentiellement éternel. En fait, que ce soit le geste créatif ou la réception, ou même la taxinomie admise des œuvres, toutes ces dimensions ne témoignent pas d'un être de l'œuvre d'art, c'est-à-dire d'une définition stable, mais bien d'une réalité relative dépendant de circonstances historiques, culturelles et sociologiques particulières. L'œuvre d'art n'est pas une réalité, mais le nom donné à un rapport à la réalité. Loin d'être le nom donné à une certaine espèce d'être, l'œuvre d'art désignerait donc en fait moins un objet qu'un type de relation à l'objet. Réfléchissons d'abord sur l'impossibilité taxinomique des œuvres d'art, notre capacité à les classer. Le fait de n'être pas capable de se mettre d'accord sur ce qui appartient ou non au champ de l'art montre bien que les œuvres d'art ne désignent pas des objets dont l'ontologie serait connue et définie, mais autre chose. En effet, si les œuvres d'art étaient ontologiquement définissables, comme nous avons essayé de le montrer, elles devraient être reconnues comme telles par tout le monde. Or, ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent, puisqu'il apparaît qu'en fait, c'est bien la reconnaissance qui est à l'origine de la caractérisation de l'œuvre d'art comme objet. Une telle reconnaissance n'est donc pas découverte, dévoilement d'un être, mais invention de cet être même, ou plus justement dénomination d'un certain rapport à l'être. La seule manière de continuer à soutenir qu'une ontologie se cache derrière les œuvres d'art serait de considérer que, dans les désaccords relatifs à la caractérisation de certains objets comme étant des œuvres d'art, l'enjeu serait celui de la vérité. Or, le problème est que cette vérité qui toucherait à l'être réel de l'objet autour duquel on se dispute ne fait l'objet d'aucune preuve objective, d'aucune démonstration définitive, et c'est donc moins une vérité qui est disputée, qui est débattue, qu'une relation, qu'un rapport au monde.
Dans sa pièce musicale 433, où un pianiste vient jouer pendant 4 minutes 33 une pièce entièrement silencieuse, donc n'appuie jamais sur les touches du piano devant lui, John Cage interroge justement ce rapport à l'être, en révélant que ce que nous nommons musique, ou ce que nous nommons bruit, ce que nous validons comme son artistiquement qualifié, ou rejetons au contraire comme scorie de l'écoute, ne relève pas d'une partition dans l'être, mais bien d'une partition dans notre rapport au monde, et qu'il est possible de produire les conditions pour qu'une partition de ce style disparaisse, s'évapore, ou soit au moins intérieurement inquiétée. Cette inquiétude, John Cage l'avait d'abord éprouvée en visitant la chambre anéchoïque d'Harvard, une chambre sourde, où il s'était rendu compte que ce qu'il appelait le silence, ce que l'on avait tendance à appeler le silence, n'existait pas, et que le silence était toujours finalement le nom donné à un certain rapport au son. Ce qui montrait bien que le silence n'avait pas de contenu ontologiquement stable, mais que ce que l'on disait être le silence, ou que l'on désignait comme silence, était toujours un certain rapport au monde. Et bien de la même manière, la musique, c'est un certain rapport au son. Et plus généralement, l'art est un certain rapport aux objets, ou à ce qu'il se passe devant nous. Mais dire qu'il y a là le nom d'un certain rapport à l'être ne dit rien finalement sur ce que ce rapport implique de différent, et donc de reconnaissable, d'identifiable. Pour que la thèse ne soit pas aussi vide que ce contre quoi elle lutte, voire qu'elle se rabatte entièrement sur ce contre quoi elle s'oppose, c'est-à-dire l'ontologie de l'œuvre, il faut spécifier ce que désigne ce certain rapport à l'être. Nelson Goodman, dans Manière de faire des mondes, préfère la question « Quand est-ce qu'il y a une œuvre d'art ?» à la question « Qu'est-ce qu'une œuvre d'art ?» Le problème de l'essence est ainsi un faux problème à ses yeux. Un débat infini qui témoigne d'ailleurs du caractère impossible de ce débat. Ce qu'il faut comprendre, c'est moins l'essence supposée de l'œuvre d'art que ce qui permet à un objet de fonctionner comme une œuvre. L'événement de l'art dépend donc d'un contexte qui permet à un objet de fonctionner comme un symbole, de manifester des propriétés plastiques, certes, qui existent, mais qui ne sont pas en soi artistiques ou non artistiques. Ainsi, en tant qu'il peut exemplifier une signification symbolique, un objet peut se mettre à fonctionner comme une œuvre d'art, et l'œuvre d'art ne désigne donc pas une essence intrinsèque, mais un rapport, une relation, fluctuante, selon la mise en scène de l'objet, mise en scène qui permet justement de faire fonctionner cette exemplification, ou au contraire, de la faire dysfonctionner. Une pierre blanche au milieu d'un sentier de campagne n'exemplifie rien, a priori. C'est une simple pierre blanche. Son être est entièrement, pour le coup, ramené à cette pure existence de pierre blanche. Pourtant, si vous posez cette pierre blanche au centre d'un musée, elle peut se mettre à fonctionner comme un symbole, elle peut être interprétée, elle peut avoir une signification. Et cette signification dépasse son être même, et on pourrait dire, est en quelque sorte indépendant de cet être. L'œuvre d'art exemplifie même notre rapport au monde. La sociologie bourdieusienne a bien montré comment notre goût était une construction culturelle, fruit d'une éducation, de capitaux culturels, et que les jeux de reconnaissance de l'œuvre d'art sont en fait aussi manifestations de notre manière d'être au monde et d'y habiter. Ainsi, il n'y a pas d'essence de l'œuvre d'art. Parler d'essence de l'œuvre d'art, c'est se tromper quant à la question de l'œuvre d'art, à ce que l'œuvre d'art peut vouloir désigner. Ce que l'on désigne par œuvre d'art, c'est un certain rapport au monde, une certaine relation et une certaine signification de la relation que nous nouons avec les choses autour de nous. Pourtant, si l'œuvre d'art est le nom donné à une relation, une telle relation ne se construit néanmoins pas, comme l'a montré cette dernière approche sociologique que nous aurions pu développer, elle ne se construit pas ex nihilo. Et c'est donc sur fond historique, voire anthropologique, que la relation à l'œuvre d'art se noue. Ainsi, une telle relation peut aussi être envisagée comme remplissant une certaine fonction, ou ayant une certaine valeur. De fait, une réflexion qui porte sur la nature de l'œuvre d'art doit se déplacer sur le plan de la valeur de l'œuvre d'art, c'est-à-dire non pas seulement sur le plan de sa signification, mais aussi de son sens pour être compris. Pour essayer d'étudier cette question de la valeur de l'œuvre d'art,
nous allons étudier l'extrait du texte de Walter Benjamin, tiré de l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Voici le texte en question. Il serait possible de représenter l'histoire de l'art comme l'opposition de deux pôles de l'œuvre d'art même et de retracer la courbe de son évolution en suivant les déplacements du centre de gravité d'un pôle à l'autre. Ces deux pôles sont sa valeur rituelle et sa valeur d'exposition. La production artistique commence par des images au service de la magie. Leur importance tient au fait même d'exister, non au fait d'être vu. L'élan que l'homme de l'âge de pierre dessine sur les murs de sa grotte est un instrument de magie qu'il n'expose que par hasard à la vue d'autrui. L'important serait tout au plus que les esprits voient cette image. La valeur rituelle exige presque que l'œuvre d'art demeure cachée. Certaines statues des dieux ne sont accessibles qu'aux prêtres. Certaines images de la Vierge restent voilées durant presque toute l'année. Certaines sculptures des cathédrales gothiques sont invisibles aux spectateurs au niveau du sol. Avec l'émancipation des différents procédés d'art au sein du rituel, se multiplient pour l'œuvre d'art les occasions de s'exposer. Un buste que l'on peut envoyer à tel ou tel endroit est plus susceptible d'être exposé qu'une statue de Dieu qui a sa place fixée dans l'enceinte du temple. Le tableau surpasse à cet égard la mosaïque ou la fresque qui la précédèrent. Avec les différentes méthodes de reproduction de l'œuvre d'art, son caractère d'exposabilité s'est accru dans de telles proportions que le déplacement quantitatif entre les deux pôles se renverse, comme aux âges préhistoriques, en transformation qualitative de son essence. De même qu'aux âges préhistoriques, l'œuvre d'art, par le poids absolu de sa valeur rituelle, fut en premier lieu instrument de magie, dont on admit que plus tard le caractère artistique, de même, de nos jours, par le poids absolu de sa valeur d'exposition, elle devient une création, à fonction entièrement nouvelle, parmi lesquelles la fonction pour nous la plus familière, la fonction artistique, se distingue, en ce qu'elle sera sans doute reconnue plus tard, accessoire. Du moins, est-il patent que le film fournit les éléments les plus probants à pareil pronostic. Pour comprendre le rôle de la valeur de l'œuvre d'art, nous allons maintenant étudier un extrait de l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique de Walter Benjamin. Il serait possible de représenter l'histoire de l'art comme l'opposition de deux pôles de l'œuvre d'art même et de retracer la courbe de son évolution en suivant les déplacements du centre de gravité d'un pôle à l'autre. Ces deux pôles sont sa valeur rituelle et sa valeur d'exposition. La production artistique commence par des images au service de la magie. Leur importance tient au fait même d'exister, non au fait d'être vu. L'élan que l'homme de l'âge de pierre dessine sur les murs de sa grotte est un instrument de magie, qu'il n'expose que par hasard à la vue d'autrui. L'important serait tout au plus que les esprits voient cette image. La valeur rituelle exige presque que l'œuvre d'art demeure cachée. Certaines statues de Dieu ne sont accessibles qu'aux prêtres. Certaines images de la Vierge restent voilées durant presque toute l'année. Certaines sculptures des cathédrales gothiques sont invisibles aux spectateurs au niveau du sol. Avec l'émancipation des différents procédés d'art au sein du rituel, se multiplient pour l'œuvre d'art les occasions de s'exposer. Un buste, que l'on peut envoyer à tel ou tel endroit, est plus susceptible d'être exposé qu'une statue de Dieu qui a sa place fixée dans l'enceinte du temple. Le tableau surpasse à cet égard la mosaïque ou la fresque qui la précède. Ainsi, avec les différentes méthodes de reproduction de l'œuvre d'art, son caractère d'exposabilité s'est accru dans de telles proportions que le déplacement quantitatif entre les deux pôles se renverse, comme aux âges préhistoriques, en transformation qualitative de son essence. De même qu'aux âges préhistoriques, l'œuvre d'art, par le poids absolu de sa valeur rituelle, fut en premier lieu un instrument de magie dont on admit que plus tard le caractère artistique, de même, de nos jours, par le poids absolu de sa valeur d'exposition, elle devient une création à fonction entièrement nouvelle, parmi lesquelles la fonction pour nous la plus familière, la fonction artistique, se distingue en ce qu'elle sera sans doute reconnue plus tard accessoire. Du moins, est-il patent que le film fournit les éléments les plus probants à pareil pronostic. La compréhension de l'œuvre d'art doit donc passer par une juste représentation de l'histoire de l'art dans son mouvement. Ainsi, il s'agit d'adopter une perspective historique pour comprendre l'œuvre d'art et non pas une approche essentialiste qui tirerait d'une définition générale une ontologie valide de toute éternité. Or,
L'histoire de l'art peut s'envisager, écrit Walter Benjamin, comme l'opposition de deux pôles, que sont la valeur rituelle d'un côté et la valeur d'exposition de l'autre. Envisagée sous l'angle de la valeur, l'œuvre d'art doit donc s'envisager non pas dans son essence, mais dans la signification historique qu'elle peut prendre, c'est-à-dire dans le rapport que l'œuvre entretient avec la réalité historique à laquelle elle appartient. Dans ce cadre, la valeur rituelle, qui est la première à motiver la production artistique, désigne le fait qu'au départ, les images sont au service de la magie. Ainsi, les œuvres d'art ne visent pas à être exposées à la vue, mais s'inscrivent dans des rites et dans une activité spirituelle. De ce fait, l'importance de ces images, au service de la magie donc, ne tient pas à leur exposabilité, c'est-à-dire au fait de pouvoir être vues, mais bien plutôt au fait même d'exister. L'art pariétal de l'homme de l'âge de pierre, par exemple, n'était pas fait pour être visible de tous. Et cela explique d'ailleurs le choix d'orner la paroi de grottes difficilement accessibles et plongées dans l'obscurité. Dans cet ordre rituel, l'image est un instrument de magie, c'est-à-dire qu'il est un élément du rituel qui lie le sujet producteur de l'image avec les esprits. Cela suppose une compréhension très différente de celle qui est la nôtre aujourd'hui de l'image. En effet, nous sommes habitués à considérer les images comme devant être visibles, et trouvant leur valeur dans le fait d'être exposées. Alors que, dans le cadre du rituel, elles ne s'adressent pas à la vue d'autrui, mais seulement aux esprits, et dans ce cadre, le fait qu'elles soient cachées à la vue de tous n'est pas seulement une circonstance, mais pratiquement une condition de la valeur rituelle. Benjamin prend l'exemple de certaines images voilées de la Vierge ou de certaines sculptures de cathédrales gothiques invisibles au niveau du sol. Entièrement ramenées du côté de la valeur rituelle, de telles œuvres ne sont pas du tout faites pour être vues de tous, et même le fait d'entretenir le secret et le mystère autour d'elles participe à leur valeur spirituelle, témoignant par là de leur vocation aux esprits. Une telle manière d'envisager l'image et les œuvres d'art participe de ce que Benjamin appelle dans son œuvre l'aura, qu'il définit comme l'apparition d'un lointain si proche soit-il, et qui désigne, dans sa capacité, le pouvoir qu'ont les œuvres de faire lever les yeux vers elles, c'est-à-dire leur capacité, au sein d'un rituel, d'agir pour nous comme des instruments spirituels qui nous poussent à contempler les dieux, les esprits. La conséquence majeure de cette idée est qu'historiquement, les œuvres d'art n'étaient pas faites pour être vues, bien au contraire, et que la multiplication des occasions de s'exposer, cette conséquence historique de nouvelles techniques, implique un changement dans la valeur des œuvres d'art elles-mêmes. Le processus historique conduisant cette modification du pôle de gravité de la valeur rituelle à la valeur d'exposition dans le cadre des œuvres d'art fut, écrit-il, l'émancipation des différents procédés d'art et leurs conséquences sur le rituel. Ainsi, l'importance particulière prise par la valeur d'exposition dans les œuvres d'art tiendrait avant tout à un changement technique, c'est-à-dire à de nouveaux procédés pour la production des œuvres en question. Le buste, ainsi, techniquement différent dans sa réalisation de la statue fixée dans l'enceinte du temple, est par nature plus mobile. De la même manière que le tableau qui peut être déplacé à l'inverse de la fresque ou de la mosaïque. Le développement des techniques de réalisation modifie donc le caractère d'exposabilité de l'œuvre d'art, mais la perspective benjaminienne s'inscrit ici dans l'analyse plus générale de la reproductibilité mécanisée des œuvres qui va réellement inverser le pôle de gravité de la valeur de l'œuvre d'art. En effet, Benjamin considère qu'à un certain moment, ce qu'il nomme déplacement quantitatif produit une transformation qualitative de l'essence de l'œuvre d'art. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Cela veut dire plusieurs choses en fait, et on peut en tirer plusieurs conséquences. Tout d'abord, l'analyse de Benjamin tend à montrer que cette exposabilité n'est pas radicalement nouvelle à son époque, mais qu'un processus historique techniquement déterminé de longue date a lentement modifié le niveau d'exposabilité des œuvres d'art. Quand il réfléchit par exemple au fait que le buste ou le tableau sont plus exposables que la fresque ou la mosaïque, il révèle que le caractère transportable des œuvres d'art permet logiquement de les faire sortir du domaine réservé des rituels pour les exposer, en quelque sorte, pour elles-mêmes, ailleurs, dans des musées par exemple, si on considère la conséquence finale.
La valeur d'exposition désigne donc une dynamique relationnelle qui implique que l'image, par exemple, n'agit plus comme intermédiaire spirituel, intercesseur du rituel, mais s'expose et expose le monde avec elle, trouve son sens, sa signification dans ce geste même d'exposition et de monstration. Ensuite, on peut avoir à l'esprit que le mécanisme ou le processus historique dont parle Benjamin est concomitant ou suit un processus technique. C'est-à-dire que c'est une modification technique, un développement technique qui implique et qui permet cette modification dans la dynamique relationnelle dont je viens de parler et le changement des pôles de la valeur. Toutefois, une rupture que l'on pourrait définir comme un phénomène émergent, c'est-à-dire nouveau en soi, se fait sentir à partir du moment où l'œuvre d'art est tellement exposée que c'est cette exposition qui détermine sa valeur fondamentale. Et là, il y a quelque chose. L'idée chez Benjamin qu'une augmentation quantitative conduit à une modification qualitative de l'essence. Pour préciser justement cette notion d'essence qui nous intéresse particulièrement ici, une telle analyse historique du déplacement d'un pôle à l'autre implique de ne pas considérer l'essence dans une acception métaphysique qui ferait de l'essence une ontologie fixe, une ontologie déterminée dans des principes, dans des fondements, mais bien dans une compréhension historique d'un nouveau régime de l'image. Ce nouveau régime aboutit à des dispositifs d'image, comme le cinéma ou la photographie par exemple, qui impliquent même la reproductibilité technique, et où l'œuvre d'art est donc immédiatement déterminée par cette valeur d'exposabilité qui n'était autrefois que très largement annexe, voire carrément inexistante, dans le cas par exemple de l'art pariétal des âges préhistoriques. De fait, le poids absolu de sa valeur d'exposition, le fait de devenir une création en fonction entièrement nouvelle, et notamment cette fonction familière qui est la fonction artistique. Autrement dit, notre approche aujourd'hui habituelle, commune de l'œuvre d'art, valant pour ce qu'elle manifeste en tant qu'œuvre d'art, pour elle-même en quelque sorte, suivant une logique d'esthétisation où la valeur rituelle ne compte plus, n'est possible qu'à faire de la valeur d'exposition la valeur cardinale des œuvres. On peut faire ici une remarque. Cette remarque, c'est que cela va jouer des deux côtés, en quelque sorte, de l'œuvre d'art. Cela va impliquer une autre manière de créer des œuvres d'art. Ainsi, le fait de savoir, par exemple, que l'œuvre cinématographique vise une reproductibilité, vise à être reproduit et à être vu de façon massive, implique, du point de vue de ses producteurs de cinéma, une conscience de cette exposabilité nouvelle, et donc une modification dans leur manière de faire, de mettre en scène, de construire une esthétique. Et puis évidemment, ça va aussi modifier, et ça sera tout le travail de Benjamin d'essayer de comprendre en quoi ça peut modifier cela, du côté du spectateur ou des spectateurs, le rapport que nous avons aux images. Un rapport qui n'est plus celui ritualisé d'une verticalité, où on lèverait les yeux vers l'œuvre d'art qui serait l'intermédiaire avec des entités spirituelles, mais une horizontalité qui peut aussi poser certains problèmes, tout en ouvrant de nouvelles potentialités que Benjamin cherchera à explorer dans son œuvre. Or, écrit Benjamin, cette fonction artistique va se distinguer en ce qu'elle sera sans doute en même temps reconnue plus tard comme accessoire, de la même manière qu'aujourd'hui est reconnue comme accessoire la fonction rituelle. Autrement dit, paradoxalement, ce que nous considérons donc comme le plus essentiel dans les œuvres n'est que le témoignage d'une époque, c'est-à-dire d'un moment suspendu à des conditions historiques particulières et que le temps déjouera donc de lui-même. Ici, une autre remarque peut être faite et qui est, à mon avis, intéressante pour cette réflexion sur l'essence de l'œuvre d'art, c'est que ce que nous désignons finalement comme essence de l'œuvre d'art à une époque déterminée dit quelque chose de notre époque, c'est-à-dire sédimente précisément une époquée, une suspension qui permet de définir un régime historique. Notre manière d'envisager l'œuvre d'art aujourd'hui, en faisant primer apparemment la fonction artistique, dit quelque chose de notre société en général, non pas seulement de notre rapport à l'image, mais peut-être de notre structure politique, de notre manière de nous envisager socialement et de considérer en quelque sorte le monde autour de nous. Le film, écrit Benjamin finalement, fournit, selon lui, les éléments les plus probants à pareil pronostic, puisqu'il témoigne, par sa puissance propre, liée à son caractère essentiellement reproductible, je l'ai dit, du fait qu'une œuvre d'art
où la valeur d'exposition prime, peut avoir par exemple une fonction politique, sociale, négativement mise en scène dans le film de propagande, par exemple, mais que nous pourrions imaginer positivement valorisée dans une réflexion sur un usage social ou politique de l'image, qui serait bien loin du rapport oratique, du rapport ritualisé aux images, rapport qui n'implique pas justement une réflexion sur la fonction sociale ou politique, mais qui ne serait pas non plus négative dans le sens par exemple de la propagande, des masses totalitaires, qui sont un peu ce à quoi on peut penser immédiatement lorsque l'on réfléchit à l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité et à l'hypothèse que va produire Benjamin, qui est que la tradition, en étant liquidée en quelque sorte, peut ouvrir le champ à des usages politiquement dangereux de l'image. L'œuvre d'art, en tant que réalité particulière, semble donc, nous l'avons vu, impliquer une essence, c'est-à-dire une ontologie qui la spécifie dans le régime des objets, des artefacts humains, et en cela, nous avons vu qu'il était possible de caractériser cette ontologie à partir de certains principes. Toutefois, une telle ontologie risque d'être déjouée par une analyse plus fine qui prendrait en compte la multiplicité des objets qualifiés d'œuvres d'art. Dans ce questionnement, Benjamin nous permet de comprendre que, si nous parlons d'essence de l'œuvre d'art, nous ne pouvons le faire qu'à l'intérieur d'une analyse historique, et non pas d'un raisonnement métaphysique, afin de saisir comment les processus socioculturels redéfinissent l'usage, la fonction et la valeur des œuvres d'art dans les sociétés humaines. L'œuvre d'art agit donc dans nos sociétés selon différentes modalités, et c'est cette action spécifique qui la caractérise en propre et que nous devons donc penser pour comprendre ce que les œuvres d'art font et peuvent faire sur nous, sujets d'une époque déterminée.